Nous sommes particulièrement très heureux. Et au nom de toute la délégation martiniquaise, au nom de la Martinique, eh bien, nous sommes particulièrement très touchés de cet accueil. Eh bien, pour nous, alors certains disent que c'est un voyage de retour. Nous disons que c'est le voyage de la reconnexion. Le mot reconnexion pour nous est très important. Cela veut dire que nous faisons volontairement ce voyage parce que nous voulons unir toutes nos forces avec toutes les forces de l'Afrique mère. Nous voulons que ça soit une unité entre les filles, les garçons, les sœurs, les frères d'Afrique et les filles, les sœurs, les cousins de Martinique, de toute la Caraïbe, de toute la diaspora. On nous a dispersés il y a 400 ans dans tous les continents, particulièrement dans l'Atlantique. On nous a imposé par la force la déportation, les razzias, l'esclavage, la traite. On nous a pétris dans des souffrances. On a fait du continent américain un univers concentrationnaire. Et nous disons aujourd'hui, personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. C'est fini, les temps sont mûrs pour que nous-mêmes, entre Africains, ça veut dire ceux qui sont dans le continent et qui sont dans la diaspora, se parlent, se regardent, se racontent des histoires et repartent pour construire cette Afrique tant attendue, cette unité africaine que tous les panafricanistes, bien avant nous, ont lancé et ont construit. Ils ont mis leur première pierre. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer parce que je ne veux pas sauter des noms, mais je suis très content qu'ils nous donnent la force ce soir de nous trouver ici. Au nom de tous nos ancêtres, que Dieu nous bénisse, que nous nous sentions beaucoup plus forts et que nous nous sentions renforcés après cette belle rencontre que nous allons faire pendant 10 jours à Gorée, à Dakar, en terre d'Afrique. Bienvenue à vous tous, je ne vous ai pas vu chacun, mais vraiment mon cœur y est. Je vous souhaite la bienvenue de tout mon cœur et j'espère que vous allez être heureux ici parce que c'est chez vous. D'accord? C'est chez vous. C'est Hulo Guillabert. Guillabert, c'est l'artisan de tout ce qui s'est passé, de toute cette rencontre que nous faisons aujourd'hui ici. Merci Hulo, merci au team Sénégal. Ici, il m'appelle Mama Africa. Donc Mama Africa réclame tous ses enfants. On réclame tous nos enfants. Voilà, vous, on vous réclame. Vous êtes nos enfants, l'Afrique vous réclame. Bienvenue à Gorée. Donc c'est un honneur pour moi d'être maîtresse de cérémonie, c'est un grand mot. Alors là, donc on va tout de suite démarrer par un hommage aux ancêtres, par une libation. Donc je demande à Adi Dramé de venir pour cet hommage tout de suite. Donc, elle sera accompagnée de Dorothy Désir, donc Adi Dramé du Sénégal et Dorothy Désir qui est une des intervenantes de cet après-midi, qui est d'origine haïtienne, qui est une prêtresse vaudou. C'est Mambo Dorothy Désir, donc qui vient ici à la table. Voilà. Vous avez...
l'apparition des esprits, des ancêtres, de loin, Orisha, des racines. Nous allons commencer avec bénédiction. Merci. Merci. Afrika mama wa dunia, kwa kweli nakupenda. Historia yako ni sikitifu, leo naimba. Afrika mama wa dunia, kwa kweli nakupenda. Historia yako ni sikitifu, leo naimba kwa ajili yako. Cet appel vient du fond des entrailles, du fond des âges, de l'éternité, du fond des temps tourmentés, du fond des siècles meurtris, ensanglantés, et de toutes ces années de souveraineté violée. L'Afrique vous appelle, oui, vous et vous encore, nous tous. Venez, dit-elle, vous mes enfants, venez me délivrer. Ne me laissez plus maltraiter, plier, plier. Ne me laissez plus violer, violenter. Ne me laissez plus broyer, soudoyer. À moi mes enfants chéris. Ceux qui sont tout proches de moi, ceux qui sont loin, mais proches de mon âme. Ceux qui sont perdus dans les froids méandres ennemis. Ceux qui sont justes, ceux qui sont traîtres, ceux qui sont vides, ceux qui sont fatigués, hagards, exsangues et ne veulent que dormir. Réveillez-vous, réveillez-vous, reprenez-vous debout mes enfants, debout. Venez à la source de mon humanité, venez vous ressourcer dans mes profondes racines, venez vous régénérer dans ma spiritualité ancestrale. Venez vous asseoir au coin de mon feu sacré, venez à l'ombre de ma généreuse nature. Aujourd'hui, vous accueillir à Gorée, c'est pour nous naturel, parce que nous pensons que nous accueillons une partie de notre famille. Et je voudrais justement saluer cette démarche qui a consisté à faire ce voyage symbolique fort, ce convoi, pour débattre ouvertement de ce que très souvent les gens ne veulent pas qu'on évoque, notre histoire, ce qui s'est passé, ce qu'il faut corriger, puisque en termes de réparation, c'est cela qu'il faut retenir. Et donc en tout cas, moi je suis heureux en tant que représentant de la communauté goréenne, et je dirais plus largement de la communauté africaine, que ça soit ici à Gorée, que ce convoi arrive pour débattre, discuter et lancer justement l'idée de ce convoi pour la réparation. Donc vous êtes chez vous, on vous dira quand même bienvenue. En Wolof on dit Dal len ak jàmm, donc arrivez en paix chez vous, et vous êtes dans vos murs. Vous considérez-vous tous comme des maires de Gorée, et pendant tout le temps que durera votre séjour, Gorée sera à votre disposition et fera tout pour que tout se passe pour le mieux. Et en tout cas, nous sommes donc aujourd'hui très ravis, au nom du conseil municipal, au nom de la communauté goréenne, de vous accueillir pour ce voyage très important. Mon cher collègue, monsieur le maire Gaston Malsa, avec qui j'ai eu, je pense, beaucoup d'expérience. Je vois que vous êtes, comme on dit dans le jargon militaire, droit dans vos bottes. Les mêmes principes qui vous ont animés il y a plusieurs années de ça vous animent toujours. Justement, les combats nobles, c'est des combats qu'on mène sans relâche. Et sachez que vous pouvez compter sur nous, à vos côtés, pour les remporter. En tout cas, bon séjour et bienvenue à Gorée. Et bonne journée d'échange. Et donc, je dirais ces mots-là pour la fin. Dal len ak jàmm, dal len ak jàmm. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, d'être ici avec nous. C'est un grand honneur pour nous d'être ici. Nous de la diaspora, nous, filles et fils
d'Afrique. Et Hulot Guilabert, qui a préparé minutieusement cette manifestation, l'avait prédit. Elle avait inscrit dans sa démarche. Et nous tenons à te remercier, tu es une femme de parole. Tu as insisté, nous avons échangé, nous avons ensemble cru et nous avons réalisé avec vous ce convoi, le premier convoi en Afrique. Et ce n'est qu'un début, le convoi pour la réparation. Nous avons choisi 3 mots forts: convoi, réparation, reconnexion. Donc sans plus attendre, je passerai la parole donc à Hulot Guilabert. Avant d'être coordinatrice donc, du convoi au Sénégal, et quand même une panafricaniste, écrivaine, mais aussi directrice de la maison d'édition Diaspora Noire. Donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Je me présente, je suis une Africaine du Sénégal. Je ne suis pas sénégalaise, vous n'êtes pas des Martiniquais, vous n'êtes pas des Guadeloupéens, vous êtes des Africains de Martinique, vous êtes des Africains de Guadeloupe. Et ça, j'y tiens. Merci Fatim. Je remercie l'équipe municipale très très fortement. Vraiment, merci Monsieur le maire. Et merci aux Goréens. Et vraiment, on s'est senti soutenu tout de suite. Alors maintenant, je vais remercier Garcin et Myriam. Ça, c'est mes frères et sœurs de Martinique, très très proches. Merci à vous deux, vraiment, pour tout. Donc, merci infiniment à nos invités de marque. Alors, je vais faire quelque chose, vraiment, je vais faire quelque chose. Je vais venir, je vais m'agenouiller devant. Je suis femme. Il faut la faire venir. Aminata Traoré, c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis énormément d'années. Elle est tout le temps en train de porter une voix forte pour l'Afrique. Elle est tout le temps en train de défendre de toutes ses forces l'Afrique. Et moi, je suis ses traces, en fait. Donc, tu es mon modèle, je te suis. Et vraiment, je suis très heureuse de te recevoir ici aujourd'hui. Djeredjef Aminata Traoré, pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Djeredjef pour cette voix forte que tu portes pour l'Afrique. Merci. Merci infiniment. La déshumanisation du peuple noir a échoué. Nous sommes de ceux qui proclamons et revendiquons notre identité avec fierté. Originaires d'Afrique et transplantés par l'acte colonial dans les Amériques, nous sommes des Africains guadeloupéens, des Africains martiniquais et des Africains guyanais. Certains d'entre nous revendiquent le retour en Afrique d'où nous avons été enlevés et déportés, et nous respectons ce choix qui correspond à une légitime revendication. D'autres que nous sommes, considérons-nous comme sacrés l'Afrique, notre continent d'origine, avec laquelle nous avons une relation viscérale, qui nous fait obligation de la défendre partout et à tout moment, car nous avons conscience que le monde noir forme un tout indissociable, une communauté d'intérêts et de destin dont l'Afrique noire est le centre. Mais nous sommes persuadés que nous serons plus forts en habitant durablement et en libérant les territoires d'esclavage que nos ancêtres ont fait fructifier de leur sueur et souvent de leur sang et qui constituent désormais nos pays.
Les déserter et les laisser à ceux-là même qui ont asservi nos parents constituerait une faute irréparable. D'autre point de vue, à nous qui affirmons que les réparations constituent une exigence non négociable et que réparation et décolonisation sont consubstantielles. Moi, je me suis dit, je suis africain. De toute façon, qu'on me donne carte d'identité ou pas, mon identité, mon drapeau, il est là. Mon drapeau, il est là. Et donc, moi, papier, tout ça, je ne me mène pas avec ça. Je crois que aujourd'hui, oui, parce que un passeport, c'est fait pour passer les ports. Et moi, je vous assure que, bon, finalement, quand je suis rentré sur la terre d'Afrique, je m'étais promis de ne faire que de marcher à pied. Je veux visiter mon continent, je veux me rapproprier mon capital. Eh bien, je suis venu parce que Gorée, finalement, eh bien, c'est peut-être le dernier point. Vous voyez, on partait de partout, par toutes les portes. Mais je dis, c'est la capitale du retour, parce que c'est le dernier point de départ. Après ça, c'est la haute mer. Hein? Donc, aujourd'hui, je suis à Gorée pour être à vous. J'aurais tellement de choses à dire, mais je crois que l'essentiel, c'est que nous savons qu'aujourd'hui, nous devons en être. Nous devons nous reconnecter. Nous avons vraiment, aujourd'hui, comme vous avez dit tout à l'heure, à faire autoréparation. Parce que c'est nous qui connaissons, c'est nous qui avons été dans le berceau de l'humanité, c'est nous qui connaissons le mode d'emploi. Vous voyez? Ils peuvent nous aider, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire, ils ne savent que détruire. Mais nous savons construire. Vous voyez? C'est ça. Hein? Nous sommes le cœur de l'Orient. Alors, orientons de nouveau l'humanité. Il faut les orienter. Voyez? Ils sont des accidentés. L'Occident, ça veut dire oxy, ça veut dire accidenté. Donc, vraiment, que ce que l'Afrique a à donner à l'humanité n'est pas ce que tout le monde se tiraille depuis plus de 500 ans. Ce n'est pas le pétrole et les diamants. Ce n'est pas l'argent que les gens rassemblent de façon boulimique. Ce que l'Afrique a à offrir à l'humanité, c'est une humanité. Et il est temps, c'est le moment ou jamais, puisque dans cette course effrénée d'accumulation de profits qui a mené à l'esclavage et qui continue aujourd'hui à fabriquer la pauvreté. Dans cette course effrénée, l'humanité est en train de se perdre elle-même. Et donc aujourd'hui, réparer pour les Africains n'est pas seulement pour les Africains, c'est pour le monde entier. Par télépathie, nous nous sommes organisés. Et aujourd'hui, vous foulez le sol ou l'eau de ce lieu par un retour fort, déterminant sur ce lieu mémorable. La lumière jaillit toujours de l'obscurité, même après cette scission forcée de notre peuple. Dès le XVe siècle, cet éclat de lame de rasoir de Bismarck, déchirant notre continent en 1885, même après ces ciseaux appliqués sur notre tissu culturel, nous sommes là aujourd'hui. Maintenant, présentement, le cœur ouvert pour recoudre chaque millimètre, chaque écart. Et à moi de vous dire que nous ne vous avons pas oublié, nous ne pouvons pas. Vous êtes au plus profond de nous-mêmes. Je remercie vraiment du fond du cœur tous les organisateurs du convoi qui ont participé à la mise en place donc, de cette réunion aujourd'hui, parce que c'est un honneur que vous nous faites de nous accueillir en terre ancestrale. C'est vraiment un honneur que pour nous de pouvoir venir ici, de pouvoir rencontrer des personnes qui militent avec beaucoup de courage, beaucoup de conviction, beaucoup de dignité, beaucoup d'intelligence, mais surtout beaucoup d'amour, parce que c'est l'essentiel. Après ce que nous avons vécu,
Et malgré ce que nous continuons de vivre, nous gardons l'amour. Et ça, c'est vraiment le plus important. Si vous avez été victime d'un crime contre l'humanité, ça va au-delà de votre intégrité physique, ça va au-delà de votre intégrité psychologique ou psychique, ça touche votre dignité humaine, ce que vous êtes ontologiquement, c'est-à-dire ce qui fait de vous que vous êtes un être humain, ce qui fait que vous êtes un être humain et que vous n'êtes pas un chien, vous n'êtes pas un chat, vous n'êtes pas un animal. Et c'est justement ça que l'État français refuse de reconnaître. Et la plus belle démonstration de cela, c'est que quand, en 1848, il y a eu l'abolition et qu'on a réparé les blancs créoles, les esclavagistes, ça voulait bien dire que, et pourtant Schellcher, dans le préambule de l'ordonnance de 1848, disait bien que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Il utilisait déjà le terme. Mais on ne nous a pas réparé, simplement, on a réparé les maîtres. Pourquoi? Parce que si votre chien a été battu ou maltraité, on ne va pas le réparer, le chien, on va réparer le maître. Donc, parce que le chien n'a pas de dignité particulière attachée à sa personne. Or, l'être humain, ce qui fait qu'un être humain est un être humain, c'est qu'il a une dignité qui est attachée à cette qualité d'être humain. Et c'est ce que l'État français, en 2018, nous dit que nous n'avons pas droit au respect de notre dignité en tant qu'être humain. Je crois qu'il va falloir que l'Afrique, dans son entier, quand je dis l'Afrique dans son entier, je parle de tout le continent, mais de toute la diaspora africaine, puisse se dire que si c'est nous qui avons été victimes, si c'est nous qui avons subi le crime, nous ne pouvons pas demander à nos bourreaux d'être juges de leur crime. C'est pas possible. On ne peut pas demander à un criminel de se juger et de se déclarer coupable. Notre véritable force, c'est premièrement le fait que nous ayons enfin compris que nous devons nous unir. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Je pense que l'Afrique doit mettre en place des structures, mais de véritables structures qui doivent s'imposer au monde pour dire aujourd'hui, nous prenons en main nos propres affaires, nos propres développements. Nous estimons que nous réparer, les réparations que vous nous devez, c'est nous qui allons les déterminer, pas vous. C'est nous qui allons vous juger, pas vous. Pas vous. Vous n'avez pas ni à vous juger, ni à nous juger. C'est nous et nous seuls qui avons gagné le droit, parce que nous sommes les seuls, maintenant, porteurs d'humanité, susceptibles de nous reconnaître, mais malgré tout, et malgré tout ce que vous avez fait, de vous reconnaître. Merci. Sur la qualification des crimes contre l'humanité, pour ceux qui n'ont pas encore fait la visite de la maison des esclaves, il y a 3 endroits. Un endroit où on mettait les femmes, un endroit où on mettait les hommes, et un endroit où on mettait les enfants, qui est très baroudé. Or, le transfert forcé d'enfants, puisqu'ils étaient envoyés séparément, ce n'est pas un acte de déportation. Et même si c'était pour les rendre esclaves, ça c'est plus tard. Le transfert forcé d'enfants, c'est un acte de génocide, selon toutes les définitions françaises, internationales, etc. Dans toutes les conventions internationales, c'est un acte de génocide. La vision stratégique qui me paraît la plus importante, c'est celle des binationalités. J'entends déjà, mais je l'ai critiqué moi-même, ceux qui vont me dire, mais vous êtes en train d'accepter finalement les frontières coloniales, vous êtes en train d'accepter les républiques alors que vous êtes prince, vous êtes en train... Non, c'est pas ça. Actuellement, le problème le plus important qu'ils ont à résoudre pour maintenir notre enfermement, c'est notre division, c'est notre séparation. C'est un problème
crucial, fondamental, celui du transport. Nous ne sommes même pas une centaine à avoir fait le voyage. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 jours d'avion pour aller à 4 heures de vol d'ici. Et ça coûte cher. Ça coûte 2, 3, 4, 5, 6 fois plus cher que d'aller à Paris. Selon les périodes. Se fréquenter dans la Caraïbe, c'est difficile parce que ça coûte cher. Il y avait, mais il n'y a plus, de vols qui relient les Antilles, la Caraïbe, les Amériques à l'Afrique en direct. Ça, c'est une vision stratégique qui permettra à des individus de se reconnecter, mais à un continent de récupérer ce qui lui appartient, nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai été intronisé, j'ai choisi, avec Sa Majesté Podegbe, le nom que je porte aujourd'hui, Mileko, qui veut dire « nous sommes de retour ». Et c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de me retrouver parmi toutes ces figures de résistance. Résistance qui est consubstantielle à la résilience, dont nous sommes tous les acteurs. Il y a la restitution qui fait éminemment partie du processus de réparation, restitution des terres, pour ne citer que celle-là. Il y a la réhabilitation, le R de la réhabilitation de nos ancêtres dans leur humanité. Nous n'avons jamais été des esclaves. Nous devons être réhabilités. Pas seulement nous en tant que nous, mais sur le plan juridique et international, nous devons porter cette voie de la réhabilitation de nos ancêtres qui n'ont jamais été des choses, jamais été des meubles. Il y a le R de la reconnexion avec nos ancêtres et nous œuvrons tous à titre individuel et collectif pour être dans cette interaction perpétuelle avec notre terre d'Afrique et qui nous apporte le R de la régénérescence et qui passe par la réunification avec l'Afrique. Maître Duhamel, Maître Gernami, surtout, ont montré tout à l'heure combien cette réunification avec l'Afrique était nécessaire. Et dans cette quête juridique, dans ce combat juridique et judiciaire, la reconnaissance du droit à réparation est importante parce qu'elle permet, sur le plan scientifique, d'avoir une véritable doctrine de la réparation qui n'est pas seulement l'affaire que des Noirs, mais qui est aussi l'affaire de toute l'humanité. Jeunes d'Afrique et de la diaspora, si un jour tes pieds te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Cette belle pensée d'Abdoulaye Wade pourrait se prêter à ce rocher qui nous accueille aujourd'hui. Il s'exprimait ici à propos du monument de la Renaissance érigé à Dakar. J'ai l'honneur d'introduire 2 belles personnes, 2 fortes personnalités qui unissent leurs forces pour déconstruire les mécanismes des idées reçues sur le continent. L'échange épistolaire entre la sociologue et essayiste malienne Aminata Dramane Traoré et le journaliste et écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. Nous sommes en danger. Avant d'aller plus loin, je remercie, je ne sais pas, je ne vois pas Hulot. Merci ma soeur. Merci Kumba. Merci surtout Garcin. Je sais que ce n'est pas la première fois. Tu m'as invité à plusieurs reprises. Et je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai écouté, je vous ai entendu. Je veux juste me contenter de vous livrer mon sentiment par rapport à ce dont nous débattons ici. Sommes-nous audibles quand nous parlons de réparation? C'est parfaitement clair.
du côté des dominants, nous ne le sommes pas. Ils n'ont jamais eu envie d'entendre. Ils ont horreur de ce qu'ils appellent la repentance, parce que reconnaître qu'il y a crime contre l'humanité implique immédiatement la réparation. L'acceptation de l'idée de réparation vient du fait qu'on reconnaît d'abord qu'on a commis un crime. Pour eux, il n'y a pas de crime de commis puisqu'on n'est pas entre égaux. Donc quand vous parlez de... Vous êtes de retour, mais la France aussi est de retour. C'est ça la confrontation aujourd'hui entre votre désir d'être ici parmi nous, avec nous, va buter... Ils reviennent aussi en force. Et je suis ému par cet enthousiasme qui m'habite aussi. Je suis loin d'être pessimiste. Mais je veux qu'on sache quelles sont les exigences de ce vivre ensemble, cette retrouvaille. Comment on va l'opérer quand d'un côté, à l'interne, vous les subissez, et quand dans leur rapport à cette région du monde qui a fait leur fortune et qui fait aujourd'hui leur force sur la scène internationale. Parce que vous rêvez de retour, la France parle de retour dans le jeu international. Et ce retour dans le jeu international passe nécessairement par l'Afrique. Il suffit de regarder la carte, regarder l'hexagone et regarder les 30 millions de kilomètres carrés du continent avec ses immenses ressources. Alors, face à une telle situation, on a les moyens de changer, de faire changer notre société. Et la réparation, parce que ce qu'ils nous ont volé, notre dignité, la liberté, la souveraineté, revendiquer, exiger, leur dire, vous ne voulez pas d'émigrer, prétendument économique, mais personne ne cherche à aller là-bas. Collez-nous une paix royale. Vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de l'extrême droite, parce que les gens reviendront. Si les choses changent ici, les gens reviendront. Je suis allé en Guadeloupe, il y a des gens qui m'ont écrit, j'ai envie d'envoyer mon fils, s'il peut rester chez toi. Il y a un jeune qui dit, j'ai envie de me barrer, trouve-moi une place au Mali. Mais c'est ce même désir d'avenir, ce même besoin d'exister. C'est pour ça que je dis, je suis ému parce qu'on est habité par cette dignité. Nous ne l'avons pas perdue, nous sommes des gens dignes. C'est pour ça que nous nous battons. Mais comment faire de telle sorte qu'au plan politique, comment être exigeants nous-mêmes si nous avons compris la démocratie en termes de part de marché? Parce qu'on vous dit, il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme, tout est marchandise, tout se vend et tout s'achète, y compris le bulletin de vote. Dans le village le plus reculé, les gens voudront 2000 francs, 3 pagnes, et terminé. Alors c'est remise en question, en sachant que ce qui nous est servi comme développement, ce n'est pas du développement, c'est l'occidentalisation du monde, et qu'ils sont aux abois. Ils ne penseront jamais à réparer en termes d'argent. Au contraire, ils disent, on vous a déjà développé, c'est une forme de réparation. D'ailleurs, si on vous donne de l'argent, vous êtes tellement corrompu que vous allez prendre tout votre argent. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais cette réparation-là, quelqu'un l'a dit ce matin, commence aussi par nous-mêmes, vous l'avez dit, au plan psychologique, au plan self-esteem, self-confidence, comment être bien dans notre peau, comment ne plus nous dépigmenter, comment ne pas croire qu'on est obligé de nous tisser des cheveux jusqu'aux fesses pour avoir l'air d'être ici, et que le marché, un marché de 500 milliards de dollars, tout ça à l'intention des négresses. Tellement nous avons envie d'être blanches. Alors nous pouvons bouleverser ce système parce que c'est nous qui enfantons, nous éduquons nos enfants, nous consommons. Mais ces fonctions suffisent aujourd'hui à faire de nous le véritable levier du changement dont nous avons besoin ici, au niveau de la diaspora. Lorsque aujourd'hui nous
nous parlons des réparations, je dois dire que le travail a été bien fait par Hulot et son équipe. Cet événement a été médiatisé, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, il y a un public réel, les personnes qui sont là, et puis il y a au-delà un public tout à fait immense qui s'intéresse à ce qui se fait ici. Le débat sur l'esclavage, en particulier sur les réparations, a, de ce point de vue-là, plus à voir avec autant, au moins, à voir avec le passé qu'avec le présent. La manière dont cela a conditionné les sociétés où ces esclaves ont été transplantés, les effets sur les esprits de nos élites, voyez, finalement de ce passé brutal de colonisation, de réduction en esclavage, qui fait qu'on est quand même bien souvent des intellectuels couchés au pied des Occidentaux. Pour moi, ce que vous apportez, c'est une espèce de force qui nous rappelle que, au fond, ce passé, pour nous non plus, n'est pas encore passé. Parce que les événements politiques quotidiens les plus banals de notre vie, là, le montrent. Nous avons perdu l'estime envers nous-mêmes. Nous survalorisons les autres. Nous acceptons que notre souveraineté soit piétinée, que le destin de nos populations, mais ça, Aminata l'a magnifiquement fait, je ne vais pas m'étendre, que le destin, le quotidien de nos populations soit compromis. Mais je pense que l'histoire, c'est un tout, quoi. Les différentes temporalités s'entrecroisent, et là, du coup, on voit que rien n'arrive par hasard, et que notre simple devoir, c'est de rester vigilant, quoi, de garder les yeux ouverts. Donc, merci vraiment pour ça. J'ose pas dire bienvenue chez vous, voilà, mais merci, et je vous... L'humanité, l'Homo sapiens, existe il y a à peu près 325 millions d'années. Pendant plus de 300 000 ans, pas 300 millions, 325 000 ans, pas millions, l'Homo sapiens. Pendant plus de 300 000 ans, il n'y avait que des noirs sur toute la planète. Les blancs n'existaient pas. Maintenant, pendant la fonte glaciaire, il y a une maladie qui est apparue à l'époque. Je n'étais pas là, mais on peut peut-être l'appeler mélanose, et qui a atteint le génome de la mélanine. C'est ainsi que les Blancs sont venus. Il y a à peine 20 000 ans. Non, disons, je ne veux pas qu'on dise j'exagère. Oui, ils ont sorti il n'y a pas longtemps l'ancêtre de la Grande-Bretagne. Ils ont dit il y a 10 000 ans. Je ne veux pas qu'on dise j'exagère. Je leur donne encore plus d'existence sur Terre. Donc il y a seulement 20 000 ans que les Blancs sont venus à travers la fonte glaciaire qui a occasionné, n'est-ce pas, cette destruction de la mélanine. Maintenant, pendant 300 000 ans où il n'y avait que des Noirs dans le monde, est-ce que vous avez conscience des progrès scientifiques et technologiques que les Noirs ont accomplis avant l'arrivée des Blancs?
là où on est arrivé, il y a plus de 20 000 ans, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, les sciences et les techniques ne sont pas encore à ce niveau. Je suis sérieux, je suis chercheur et je sais ce que je dis. Je suis content que vous soyez là. Maintenant, comment unir nos efforts pour guérir l'humanité? Comment vous qui êtes à la diaspora, qui détenez ce que j'appelle la connaissance, comment vous pouvez venir ici dans notre terre à nous commun, apprendre le savoir, rencontre savoir et connaissance, nous changeons le monde. C'est ça notre défi qu'on doit chercher. C'est très important effectivement de comprendre dans quel contexte on doit travailler pour nos réparations, au sens financier, au sens économique, au sens social. Mais il faut aussi apprendre à créer de la richesse. Parce que l'une des réparations sur lesquelles on doit travailler, c'est qu'on nous a enlevé la possibilité de penser comment créer de la valeur et créer de la richesse. Il s'agit de créer cette capacité de créer de la valeur. Rappelez-vous Marcus Garvey. Marcus Garvey, l'un des actes fondamentaux qu'il a posé, ça a été de développer le Black Star Line. Et il a pu, dans les années 1910-1915, acheter des bateaux. Donc c'est important de créer de la valeur, créer de la richesse. Deuxièmement, c'est que c'est important, je vais être tout aussi court, d'étudier l'histoire, mais de ne jamais oublier de faire l'histoire. Notre objectif n'est pas simplement de penser le passé, mais c'est de faire l'histoire. Nos frères, nous allons rendre hommage à ceux qui, avant la traversée de l'Atlantique, avant d'être devenus esclaves dans l'univers concentrationnaire d'Amérique, eh bien, nous allons leur rendre hommage. Yo vini gade mwen la, yo vini gade mwen la, sou klimo papa, yo vini gade mwen la, yo vini gade mwen la. Fè bien si m fè mal, si m fè bien si m fè mal, yo pote male, yo pote male. Yo vini gade m si m fè bien si m fè mal, yo vini gade si m fè bien si m fè mal, pou yo pote male, pou yo pote male. Se gade yo vini gade m pou yo pote male. Nou la, ogou nou la, ogou. Avec moun yo qui était là avant nous, avec l'autre chose qui a venu derrière nous. Okay. Nous relais au goût, une force esprit, une force militant, une force de justice. Parce que c'est ça nous besoin, je veux dire. C'est comme ça nous préparé tête nous, avec la justice. Tellement content que nous là, devons prendre ça avec esprit. Oui. Nous qui est là avec nous. Nous avons besoin que tout le monde, malheureusement, ne soit pas capable de faire un cirque. Pour chaque monde québécois nous pour embrasser, c'est pour nous embrasser tout. C'est un bonheur.
la maison des esclaves avait été construite en 1536, sous l'époque portugaise, et il est admis qu'elle avait bien fait partie des toutes dernières. Les premières maisons d'esclaves avaient été construites en 1536. C'était sous l'époque portugaise. Et les Portugais avaient été les premiers Européens à avoir pris possession de cette île en 1444. Il y a donc que pendant très longtemps, cette île avait été au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient alors battues pour son occupation. Successivement donc, l'île avait été occupée en premier lieu, je le disais tantôt, par les Portugais, suivis en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, mais à nouveau les Français. Et il y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière par la France avait suivi la colonisation. Elle ne s'est terminée qu'en 1960. C'est bien l'année de l'indépendance du Sénégal. Dans cette maison, il y avait donc eu 150, voire 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, séparés de cellules, mais c'était suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, c'était 3 mois et demi. La raison? Le moyen de transport, c'était uniquement le bateau, et le bateau à voile. Mais ces esclaves ou ces captifs partaient le plus souvent sous un numéro matricule, une fois dans les plantations aux Amériques. Alors ils s'étaient choisis, on avait eu à leur donner tout simplement les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Si bien qu'aux États-Unis à l'époque, tout naturellement, eh bien, ils eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Nous considérons que nos ancêtres africains, quand on les a installés ici, n'étaient pas des esclaves. Ce sont des Africains captifs, mis en captivité ici. Préférons dire, ce sont des Africains mis en captivité ici. Et on les a transformés en esclaves. Une fois, on les a déportés et on les a transformés en esclaves une fois qu'ils sont arrivés en Amérique, à destination. C'est pourquoi nous disons que le continent américain, c'était un espace concentrationnaire. Et ça, c'est très important pour nous. Ici, je répète, nos ancêtres africains étaient mis en captivité, n'étaient pas esclaves. Il faut que nous arrivions à corriger ça nous-mêmes. Et ils sont devenus esclaves lorsqu'ils sont arrivés en Amérique sur les habitations. C'est très très important. Qui est là, le représentant est là. Nous avons fait le pari il y a quelques mois que nous enverrions 1000 arbres pour le Sénégal à travers Gorée. C'est chose faite. Je vais demander aux représentants de l'amiral de venir un instant à côté de moi
pour que je lui remette de façon très symbolique et très forte. Permettez-moi de saluer ce geste hautement symbolique d'une grande portée. Une portée économique, une portée sociale et une portée écologique. Nous vous en remercions vraiment pour ça, pour ce geste. Changeons de paradigme. 3 siècles durant, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur terre, l'Afrique. Il y a eu crime contre l'humanité. Il y a obligation juridique de réparer. Aussi, sommes-nous un groupe d'artistes, écrivains, historiens, juristes, sociologues du Bénin, du Sénégal, du Mali, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, réunis à Gorée, à l'initiative du mouvement international pour les réparations, MIR, pour commémorer le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en ce lieu hautement symbolique. C'est l'occasion de rappeler que le système capitaliste et raciste, à l'origine du commerce triangulaire, s'est transformé au fil des siècles pour que se conformer aux intérêts d'une poignée de puissances impérialistes. Notre conviction profonde est que là est la racine du mal. Pour le bien de nos peuples et de l'humanité tout entière, il est temps d'en finir avec ce système raciste, inique et meurtrier. Nous tenons à réaffirmer notre volonté de rester mobilisés pour l'avènement d'un monde respectueux des droits économiques, politiques, sociaux et environnementaux des peuples et des États africains. L'actualité et la pertinence du débat sur les réparations trouvent leur justification dans le fait que la déportation a non seulement contribué à la paupérisation du continent africain et aux difficultés auxquelles il se trouve confronté en ce début du XXIe siècle. Antique de rasier, porté
Anti-classé un jour. Arrêtez là, cacachilé. Et puis, enfant noissé. Réparation, a dit ça. Oui, réparation. Réparation. Ancêtres, pour nous aider à avoir la réparation. Merci d'être venus. Merci de nous écouter. Nous vous demandons un soutien pour arriver à la réparation. Mettez la lumière dans les chemins obscurcis et merci de nous écouter. Nous vous remercions d'être toujours là pour nous et nous essaierons d'être toujours là pour vous. Réparation! 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 Réparation!
fii mooy seen cosaan fii mooy seen aada ñun ñooy seeni mbokk ñun ñooy seeni mbokk yegg nañ ko yegg nañ am na ñu yegg ci seen deret tey ne am nañu seeni mbokk yu nekk ci seen biir waaye yàlla deful ñu xamante waaye tey nag gisante nañu. Il vous souhaite la bienvenue. Il dit qu'il ne peut pas exprimer la joie qu'il ressent. Que depuis l'Antiquité, le noir a toujours été grand. Il ne faut jamais accepter de jouer le jeu de l'autre, jamais accepter de jouer le jeu de l'autre pour qu'il nous fasse petits. Non, le sang, c'est tout ce qu'il y a. C'est ni l'argent, ni la beauté, ni la fortune, la dignité, le sang. C'est ça qui nous relie. Et vous aussi, c'est que vous êtes en train de vous battre là-bas. Mais qu'il faut que vous aussi vous sachiez qu'ils sont en train de se battre ici. Parce que la rencontre que nous attendons, si ça s'opère et ils souhaitent que ce petit pas-là soit la rencontre de ce grand pas de rencontre pour renverser la situation. Qu'ils se battent, croyez-le, et qu'ils savent. Et ils veulent le dire encore avec force, qu'il n'y a aucun Sérère, aucun Sénégalais, aucun Africain qui peut vendre un enfant. N'importe quoi. Et ils nous ont arraché nos enfants. Mais aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont connu comme souffrance là-bas, eh bien, ils ont souhaité que vous ne reveniez plus jamais ici. Voilà. C'est des portes de non-retour. Vous avez levé le défi. Vous êtes de retour. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Votre responsable Garcin doit être intronisé aujourd'hui. Alors, je vous demande, mon bien-aimé frère, d'enlever vos chaussures. La terre est chaude, je sais, mais de venir nous rejoindre ici, s'il vous plaît. C'est très très important pour nous. C'est une manière de dire que lorsque nous venons ici, nous savons très bien que nos ancêtres n'ont pas été vendus par leurs frères, par leurs sœurs. C'est un mensonge énorme que nous sommes venus réparer ici. Donc, ôtez de vos esprits, de vos têtes, que nous, afro-descendants dans le continent américain, nous croyons dans ce mensonge énorme. Ce sont les Blancs qui nous répètent ça, et nous leur démontrons aujourd'hui, en venant ici, en nous mettant en reconnexion avec vous, eh bien, que nous avons démonté tout le mensonge. Nous qui sommes venus du continent américain, nous avons ici des frères, des sœurs qui nous ressemblent certes, mais qui se trouvent dans la même lignée que nous. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, voilà ce que nous voulions dire aujourd'hui, lorsque nous sommes venus ici. Malango! Malango!
Le cercle d'union que nous formons nous relie au passé et nous prolonge vers l'avenir. Nos grands-parents le faisaient. Nous le faisons à notre tour pour permettre aux générations futures de comprendre que les mains dans les mains, dans la dignité et la fierté, nous serons capables de relever énormément de défis qui interpellent notre planète et notre humanité. L'objectif en fait de cette association que nous mettons en place aujourd'hui, officiellement, donc on vous l'annonce, qui s'appelle Africa Reconnection. Alors Hulot va peut-être essayer de vous montrer tout à l'heure le logo de cette association qui, sur lequel donc, il y a un symbole Adinkra, donc qui veut dire espoir, espoir, soutien et aussi renforcement en fait. Donc cette association a pour objectif, et collaboration, voilà. Cette association a pour objectif en fait de renforcer les liens entre les Africains et les Afro-descendants des Amériques, d'Haïti, Afro-descendants qui sont en France,
en Europe. Et donc c'est ça l'objectif. En vue de quoi? De sécuriser en fait tout ce qui est transfert de fonds, parce qu'on voit qu'il y a une grosse difficulté à ce niveau. Les gens n'ont pas de, comment on va dire ça, il y a une certaine suspicion quoi, sur ces transferts de fonds, on ne sait pas à qui on les envoie, parfois ça n'arrive pas, et même les Africains qui vivent à l'extérieur, qui veulent construire chez eux, se retrouvent avec des difficultés, parfois ils envoient des sommes, et ils ne voient pas la réalisation de ce qu'ils veulent. Là, il y a un projet qui a été mis en place, là, notamment par le MIR, ce projet de reboisement à travers, avec la collaboration, l'association la Grande Muraille Verte. Là aussi, il faut un suivi de ce projet. Il ne s'agit pas uniquement d'envoyer des sommes, sans pour autant avoir un suivi du projet. Donc c'est ce que souhaite porter en fait cette association, son rôle, tant sur le plan donc, économique, culturel, et aussi donc c'est ces deux plans-là. Notre peuple vit des choses vraiment très très difficiles partout dans le monde. On a pris des chiffres de l'INSEE et des chiffres qu'on a pris, qu'eux-mêmes ils ont fait des statistiques sur nous par rapport à la discrimination qu'on subit dans l'emploi, par rapport à la pauvreté, le niveau de pauvreté dans les nations européennes par rapport aux Européens, etc., etc. Vraiment, l'incarcération de masse aux États-Unis et dans certaines îles de Caraïbes. Tous ces problèmes, maintenant, fait que nous, on a posé la question dans le document, on a dit, que faisons-nous? On fait quoi? On fait quoi? Et ce qu'on on doit faire, j'en avais déjà parlé en Martinique l'année dernière. Si vous vous souvenez, dans la conférence qu'on avait fait au parc Aimé Césaire, j'avais dit, arrêtons maintenant de nous plaindre et travaillons. Parce que les béquets, s'ils sont là et s'ils sont renforcés aujourd'hui et qu'ils ont de l'argent, c'est parce que nous, on leur donne notre argent à tout moment. On achète béquets, on mange béquets, on dort béquets, etc. On achète leurs meubles, on achète leur alimentation, on achète tout chez eux. Et après, on se dit ils sont trop riches par rapport à nous, ils nous traitent, etc. Arrêtez de manger béquets, arrêtez de dormir béquets, arrêtez de consommer béquets. Et ça, Kémy Séba l'a dit la dernière fois en Guadeloupe, je l'ai entendu. Il faut arrêter ça. Donc nous, on est là, les Africains. On vit la même chose que vous. Nous, on nous a en fait dit que vous êtes indépendants, donc on y croit. Et depuis 60 ans, on est là, machin. Mais on commence à se réveiller et à se dire on n'est pas indépendant en fait. On n'est pas. Aujourd'hui, vous avez vu vous-même de vos propres yeux. On a Auchan, Casino, machin. On a Total, truc, etc. L'autoroute, c'est l'autoroute le plus cher du monde. Pour les kilomètres qu'on fait. Et les Sénégalais n'ont pas l'argent pour payer ça, mais on est obligé de subir. Donc aujourd'hui, on vit les mêmes situations partout dans le monde, on est discriminé partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise. En Martinique, quand j'en avais parlé, on en avait beaucoup parlé avec Garcin, etc. Et ils ont créé une coopérative quand je suis partie. Cette coopérative doit nous aider à être ensemble, plus ensemble. Donc une coopérative où il y a le BTP, où il y a tous les domaines et qui vont favoriser les entreprises de notre peuple. Voilà ce qu'on va faire. Nous, ici au Sénégal, il faut qu'on s'organise également et partout en Afrique. Il faut qu'on reconnecte, on reconnecte nos peuples qui sont le même peuple économiquement, culturellement, etc., etc. Après la reconnexion juridique, la reconnexion économique, rien n'est possible sans la libre circulation, certes des biens, des services, mais surtout des personnes. Nous vivons de l'autre côté de la mer un génocide par substitution. Parce que nous ne faisons pas assez d'enfants. Que quand nous en faisons, ils partent. Et que progressivement, notre pays
n'est plus notre pays, nous disparaissons. Si nous pouvons être en connexion avec la terre-mère, où le taux démographique est bien plus élevé que chez nous, ça va nous sauver la vie. Ça va nous sauver la vie. Donc, vous êtes une chance pour nous. Et vous aussi. Comme nous sommes, je l'espère aussi, une chance pour vous. Chacun d'entre nous, ici, doit être un acteur. Un soldat. Un soldat, que dit, merci. Un soldat dans le travail que nous devons construire. D'autres avant nous ont fait. Marcus Garvey à son époque. Césaire à sa façon. Tous les panafricains sont faits. C'est pas la peine de rentrer dans le... C'est pas la peine de nous intéresse pas. Il faut savoir qu'ils ont fait, ils ont bien fait à leur niveau. Maintenant, nous devons construire, disait Fanon. C'est ça qui est le plus important. Comment nous devons nous mettre ensemble pour construire. Et c'est dans ce sens que ces retrouvailles, cette reconnexion spirituelle que nous avons faite ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes contents, nous sommes heureux, nous partons joyeux. Mais cela ne suffit pas. C'est lorsque nous allons arriver, savoir comment continuer. Je dis ça à tous les camarades. Chaque camarade, chaque ami, chaque soeur que j'ai rencontré dans le convoi ici, Martiniquais ou Guadeloupéen, ben, je lui dis comment nous devons faire, comment nous devons faire. Il ne faut pas se contenter de dire c'est bien, c'est bon. Comment nous devons nous organiser. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On doit valoriser nos enfants. Leur dire vous êtes forts, vous êtes beaux, vous êtes intelligents. Voilà. Et que c'est vous qui allez construire là. Et c'est pour ça qu'on a créé une école. Une école qui se questionne sur l'éducation. Quelle éducation pour nos enfants? C'est une école qui donne l'accès à la culture aux enfants, qui donne l'accès à l'agriculture aux enfants. Pourquoi? Pour leur dire que vous pouvez entreprendre, que l'Afrique est à construire, que tout est à faire chez nous, qu'on n'a pas besoin d'aller en Europe pour s'appauvrir, pour devenir des clochards, dormir sous les ponts, parce qu'il n'y a aucune richesse en Europe. La France, si la France a de l'électricité, c'est parce qu'ils pillent l'uranium de l'Afrique. Exactement. Je dis aux enfants africains que c'est ici qu'il faut construire, que c'est ici qu'il faut faire de la recherche sur la médecine, sur la science, sur tout. Tout est à faire en Afrique. Je dis qu'on a de la chance. Moi, je dis tous les jours, merci Seigneur de m'avoir fait africaine. Je suis fière d'être née. Soyez fiers d'être nés sur ce continent parce que vous avez tout à faire. Quelle chance de naître dans un pays où tout est à construire. Le modèle de fonctionnement, le modèle de développement, tout est calqué sur l'Occident. Or, l'Occident a fait la preuve que son modèle était un modèle de mort, un modèle de méchanceté, un modèle de domination, de prédation, d'écrasement des peuples. L'Occident n'a jamais fait qu'écraser les peuples. Partout où ils sont passés, méthodiquement, ils ont écrasé. Alors nous ne pouvons plus prendre ces gens-là comme modèle de république. Nous ne devons surtout pas, dans votre école, Patricia, je vous en supplie, essayer de leur apprendre que tout ce que l'Occident nous a donné comme valeur, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Ils vous ont dit le temps c'est de l'argent. Ils vous ont dit que pour développer il fallait avoir du capital. Ils vous ont dit que la richesse c'était l'accumulation de biens matériels. Eh bien il faudra apprendre à ces enfants-là que ce n'est pas vrai. La richesse c'est l'homme. Et la richesse c'est l'homme dans son environnement global. Il faut leur dénoncer. Il faudra apprendre à dénoncer le modèle occidental. Réparation et décolonisation sont consubstantielles. Ce qui veut dire que nous nous battons pour notre liberté également. Et puisqu'on parle d'économie, nous ne pourrons pleinement développer nos relations économiques avec l'Afrique, dans les deux sens, lorsque nous aurons la pleine disposition de la décision, c'est-à-dire la capacité de légiférer et effectivement, de mettre en place effectivement un système de commerce profitable aux deux parties. Aujourd'hui, nous dépendons de la France et de l'Europe, et la Guadeloupe et la Martinique sont considérés comme des morceaux d'Europe, c'est une aberration. D'accord ?
Nous ne devons pas nous laisser intimider par l'allusion du repli sur soi. C'est en alliant solidarité et action sociale que nous serons à la hauteur de notre époque. C'est en alliant ces retrouvailles-là que nous serons à la hauteur de notre époque. Ce qui était dit et ce que je retiens, c'est que chacun d'entre nous a un travail à faire. Chacun d'entre nous qui avons participé à ce voyage doit contribuer à cette reconnexion. C'est-à-dire que quand on retourne chez nous, sur le terrain, il faut qu'on continue à parler de ce travail, de tout ce que nous avons vu ici en Afrique, les problématiques qu'ils rencontrent, qui sont parfois identiques aux nôtres, puisque l'oppresseur est le même, c'est-à-dire le colon, il est le même, l'État français, en Martinique le béquet, donc ce sont les mêmes personnes qui en fait continuent à nous écraser et à faire en sorte qu'on ne puisse pas s'exprimer alors que la créativité est là. On l'a vu de toute façon à travers tous les artisans que vous avez pu rencontrer lors des différents temps libres et tout ça, aussi bien artisans qui travaillent dans le domaine des vêtements, de tout ce qui est accessoires et tout ça, il y a du potentiel. Et il faut que nous, en Martinique, qu'on puisse aller dans cette dynamique, c'est-à-dire ce qu'on dit déprogrammer, qu'on puisse se déprogrammer pour tendre vers cette auto-réparation qui est la nôtre. Et comme l'a dit Hulot, arrêtez d'acheter béquet, arrêtez d'acheter chez celui qui nous oppresse et acheter en fait ce que chez nos frères et ce qu'ils produisent. Donc voilà, c'est le message que nous voulions faire passer et qui est passé, je pense, et continuer à être fiers de ce que nous sommes. On voit qu'il est fondamental que les messages qui sont donnés ici aient un écho aussi en Martinique. Parce qu'on voit que la jeunesse qu'on a en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, a aussi des difficultés d'avoir des références. Et pense que ce n'est pas possible qu'elle puisse se lever d'une seule voix pour avancer. Comme ils ont indiqué, c'est un seul système. Donc la jeunesse restée sur le continent, comme la jeunesse en Martinique ou en Guadeloupe, c'est celle qui est debout pour avancer. Et comme on dit, on ne marche que sur celui qui s'allonge. Et notre jeunesse est debout. Et je pense qu'elle doit le rester. On doit le rester parce que nous sommes un levier fondamental par rapport à l'émancipation, par rapport au combat que l'on mène. Donc je remercie tout le monde. Elle, c'est Mimi. Et Mimi, elle est martiniquaise incroyable. C'est-à-dire que j'ai galéré pour trouver une salle. J'apprends aujourd'hui qu'elle est d'origine martiniquaise. Mais alors les ancêtres sont vraiment incroyables. Elle est martiniquaise, celle qui nous reçoit aujourd'hui ici. Et elle est martiniquaise aussi et elle travaille à l'ambassade de France ici au Sénégal. Donc je vous présente des martiniquaises du Sénégal. Voilà, les africaines martiniquaises du Sénégal. Donc, chers sœurs, chers frères, nous avons vécu des moments d'émotion énormes ici. Ça a dépassé mes espérances. Bien sûr, grâce au travail de Hulot. Si Hulot n'avait pas fait à fond ce qu'elle a fait, nous ne serions pas là. Elle a su convaincre des gens, elle a surmonté des difficultés et elle nous a amenés jusqu'ici. Pas ici, là, jusqu'ici à ce travail que nous connaissons. C'est le travail effectivement de Hulot et de toute son équipe. Je vais parler de Kumba, je vais parler de Fatima, je vais parler de toutes celles, de tous ceux qui ont entouré Hulot. Et en Martinique, c'est un travail de tous les jours constant. J'allais dire plus particulièrement autour de Myriam, qui a fait un travail considérable. Considérable. Bouleversant même les aigreurs de son père et transformant sa maman en personne qui presque tombait en admiration pour elle. Et donc ça c'est très important. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que, je l'ai déjà dit à Lille ici, en Guyane, que le travail que nous avons commencé depuis plus de 10 ans, il faut l'approfondir.
Il n'est pas question effectivement d'abandonner ce travail. Les camarades qui sont esselés, il faut faire en sorte qu'ils soient rassemblés. Et ça, c'est possible. Et à chaque fois, il faut, comme ça a été dit ici, un pilier, un individu, quelqu'un qui n'est pas un démiurge, qui n'est pas un dieu, qui pousse, qui va s'arrêter pour permettre à d'autres de repartir, de rebondir. Et ça, c'est très important. C'est le mouvement normal de la vie. C'est le cycle normal de l'écologie et le cycle normal du monde. Qu'on le veuille ou pas, eh bien, nous assistons, ça a été dit, à une fin de monde. Pas une fin du monde, à une fin de monde. Il y a un monde qui se crée, il y a un monde qui se balance, qui émerge, c'est le nôtre. C'est Antonin Firmin qui disait, parlant des Haïtiens et parlant aux Haïtiens, ceux qui, hier, étaient les méprisés du monde, ceux qui, hier, étaient les discriminés du monde, seront aujourd'hui et demain les éclaireurs du futur. Nous sommes les éclaireurs du futur. Nous sommes les éclaireurs du futur.